Gilles François. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue ici dans le back-office de notre research depuis 2 ans seulement. Donc, par contre, ça fait 30 ans peut-être que je fais des recherches généalogiques pour moi-même, pour ma famille. Ça n'a pas été 30 ans continu. Il y a eu des moments où je me suis intéressé, après 3 ans de repos, 3 semaines, 4 ans, 2 semaines, voilà. Donc j'ai eu un petit moment où je me suis remis il y a 2 mois. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la perspective de Family Search vis-à-vis des pères maliens. Alors j'ai bien aimé les nouveaux mots créés par M. Leclerc, les proviliens, enfin, les perviliens, les fouriliens. Moi, je vais peut-être parler des super maliens. On va voir si ça marche. Alors, ici. Donc, quelques informations sur Family Search. Donc, Family Search, c'est un arbre universel qui est façonné par 150 millions d'utilisateurs. Alors, ce n'est pas 150 millions aujourd'hui, mais c'est le cumul de tous les utilisateurs qui ont contribué à cet arbre depuis plusieurs décennies. L'arbre est composé en ce moment d'à peu près 1,7 milliard d'individus, et ce qui représente à peu près 3,5 milliards de sources qui viennent soutenir ces informations dans l'arbre. D'accord? Donc, pour garantir la pérennité de l'information, les sources proviennent autant que possible des collections d'images qui sont stockées et gérées directement par Family Search. Donc, vous le savez, depuis des décennies, Family Search donc, a microfilmé. Maintenant, on a numérisé tous ces microfilms. Maintenant, tout est numérisé immédiatement. Donc, on a à peu près un peu moins de 13,2 milliards de noms qui sont consultables. Tout ça, c'est dans le monde entier, bien sûr, d'accord? Je ne parle pas seulement de la France. On opère dans plus de 160 pays. Donc, la France est une portion de nos opérations, mais ces chiffres sont globaux. Donc, on a 5,6 milliards d'images numérisées non indexées et un peu plus de 600 000 références en matière de livres, de documents, des ouvrages qui ont été créés par des auteurs. Comme un des avantages de Family Search, c'est qu'on est vraiment, on parlait plutôt quelqu'un parlait d'une espèce de chaîne d'approvisionnement. Donc nous, vraiment, on détient un peu la chaîne du début à la fin. On a eu la chance de pouvoir capturer ces images, de les numériser. Elles sont disponibles chez nous. On contrôle leur accès et on peut donner l'accès à nos utilisateurs. Donc, en fait, toute cette démarche n'implique que Family Search. On n'a pas d'intervenant extérieur qui va fournir les liens ARC, qui ne vont pas être compatibles avec d'autres liens, non, parce que tout est harmonisé de A à Z. Donc, dans la rubrique images, menu recherche, ça permet de publier immédiatement des images provenant de plus de 500 stations de numérisation. Donc, aujourd'hui, on a à peu près 500 caméras dans le monde entier qui prennent des images de registre. Et il faut quelques jours. Ça dépend bien sûr des contrats qui ont été signés avec les détenteurs des archives. Ça prend quelques jours, en fait, pour que ces images soient mises en ligne. Alors, bien sûr, elles ne sont pas indexées, mais elles sont mises en ligne et les gens peuvent faire des recherches. Donc, ça va très vite. Est-ce qu'on m'entend ou pas? D'accord. D'accord. Donc, garantir la pérennité de la source afin de garantir aux contributeurs donc de l'arbre, mais aussi à tout utilisateur du site, puisque celui-ci est en accès libre et gratuit, une pérennité du lien vers l'image utilisée. Donc, nous avons décidé
implémenté dans notre infrastructure informatique le système ARC. Donc, on en a beaucoup parlé. Donc, c'est ce système que nous utilisons aussi chez Family Search. Donc, là, c'est un peu des répétitions. Alors, nous, les identifiants, ce n'est pas seulement dans les sources. Ces identifiants pérennes sont aussi, chaque personne dans l'arbre généalogique a aussi un identifiant pérenne qui sera permanent et unique à cette personne. Chaque document, donc dans les archives historiques aussi de Family Search, a aussi un identifiant pérenne. Chaque arbre consulté a aussi un identifiant pérenne. Et en fait, tous les artefacts et les connexions d'images et d'enregistrements audio et vidéo ont aussi un identifiant pérenne. Donc, ce n'est pas seulement la source, mais il y a plusieurs éléments qui font la structure de l'arbre qui ont eux aussi des identifiants pérennes. Donc, ces identifiants donc, sont destinés à être stables et permanents. Ça, on sait déjà, ils sont conçus pour rester inchangeants au fil du temps. Et même si le contenu ou sa localisation change, l'identifiant restera le même. Donc, on avait parlé avant il y avait un intervenant, je crois que c'était le monsieur de la Creuse, qui disait que ça coûtait de l'argent si jamais les sources avaient changé d'URL, il fallait payer un service qui fasse suivre les choses comme ça. Donc, nous, on le fait nous-mêmes. Tout ça, c'est fait de façon interne. Donc, il n'y a pas de... Le coût, c'est nous qui le supportons, mais on ne le fait pas payer à nos utilisateurs. D'accord? Donc, on peut garantir que nos liens sont stables, pérennes et permanents. Le monsieur parlait juste avant aussi, monsieur Vigneux, voilà, voilà. Il parlait aussi des services informatiques, des choses là qu'il fallait établir des normes pour que les choses puissent. Nous, on n'a pas ce souci-là, d'accord, puisque tout reste pareil en interne. Et notre objectif, c'est de diffuser l'information. Donc, on va toujours faire de notre mieux pour que cette information puisse être diffusée. Et on travaille aussi avec les SEO, les outils d'optimisation pour les moteurs de recherche. C'est pour ça qu'on essaie de raccourcir nos liens. Les liens de ARC dans Family Search sont courts et ce sont nos liens. Là, il y a un petit exemple que je vais montrer. Là, ici, en haut, je ne sais pas si... je n'ai pas de souris, là. Je ne peux pas. Non. En haut, dans l'URL, donc on a familysearch.org / donc trait oblique arc. Et ensuite, il y a l'identifiant. Et qui n'est pas, qui fait pas 199 caractères comme et on peut immédiatement ajouter ce lien à la boîte de source pour le relier à une personne, à un arbre, à un événement, etc. Donc, on fait très rapidement. Et, ici, là, vous voyez donc sur l'écran, là, au bout de la flèche jaune, le lien qui est en fait assez court. Alors, je n'arrive pas à voir combien, il y a peut-être maximum une trentaine de caractères là. C'est ça, non? Ouais, 20, 30, bon, pas beaucoup. Voilà, pas 190. Comment? Non. Mais est-ce que ça veut dire que chacun d'entre nous ici a un identifiant? Alors, les identifiants, non. Est-ce qu'on peut le connaître chacun? Non, parce que les identifiants, c'est seulement unique seulement pour les personnes décédées. Chaque personne décédée a un identifiant unique. Les personnes vivantes ont un identifiant qui est propre à leur arbre. Si votre épouse a un arbre dans Family Search, son identifiant pour vous sera différent du vôtre. Par contre, peut-être qu'un jour vous allez décéder, et là, Family Search va dire là, on a un doublon, et Family Search va donc, consolider les deux identifiants, peut-être 3 ou 15, parce que vous avez toute votre famille qui utilise votre nom dans le arbre. Et là, il n'y aura plus qu'un identifiant unique pour cette personne qui sera décédée. Alors, est-ce que cet identifiant pourrait le faire?
décédé, donc, est-ce qu'il peut être lié au numéro que l'on connaît de sécurité sociale, Non, non. c'est vraiment propre Oui, parce qu'on à votre organisation. on peut pas faire un identifiant qui soit sécurité sociale pour la France, enregistrement des véhicules pour l'Allemagne, Est-ce etc. qu'on définit pour la personne? Non, c'est Family Search qui l'établit. Quand vous rentrez un nom dans votre arbre sur Family Search, le système va chercher s'il y a un doublon possible. On va regarder avec le nom, le lieu de naissance, la date de naissance. Ils vont voir est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà ces caractéristiques dans l'arbre. On va vous suggérer des possibilités. Vous dites oui ou non. Si vous dites non, c'est aucune de ces personnes. Family Search va créer un identifiant unique pour cette personne que vous rajoutez. Sinon, vous allez utiliser l'identifiant qui est déjà dans Family Search pour la personne que vous avez en fait. D'accord? Et ça donne aucun renseignement sur le lieu ou la date de naissance ou autre. Cela se remplit au fur et à mesure des noms. Alors après, ça c'est juste pour l'identifiant de la personne. Ça n'établit pas de source. Par Oui, contre, si la personne qui avait créé l'ancêtre auparavant, cette personne a déjà mis des sources dedans, peut-être, relatives à cette personne, ben, ces sources-là vont être rajoutées à cette personne dans votre arbre aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? Bien. Donc, les sources qu'utilisent les contributeurs de l'arbre ne proviennent pas tous des, voilà, ne proviennent pas tous des sites de Family Search, d'accord? Donc là, on ne peut pas contrôler la pérennité de ces liens-là, d'accord? Donc c'est pour ça que donc, les sources sont aussi variées qu'il y a de généalogie, et ça renvoie vers des sites d'archives ou d'autres du monde entier, mais le problème vient quand ce lien-là est interrompu, et là, on peut rien faire, quoi. D'accord? Là, c'est clair que si les partenaires changent leurs URL, changent leur manière de cataloguer, de faire les nomenclatures, tout ça, ça va rompre le lien. Donc, c'est pour ça qu'il y a cet intérêt pour Family Search de préserver une copie numérique de l'information originale et de proposer un lien pérenne. D'accord? Donc, plus les sources sont dispersées, plus il y a de risques que ces liens pérennes soient rompus à un moment ou à un autre. Et donc, c'est pour ça que nous, Family Search, on propose donc euh, de donner accès à ces documents numérisés qui sont stockés chez nous pour garantir cette pérennité-là. D'accord? Donc, ensuite, les permaliens de Family Search permettent, dans l'autre sens, aux entités partenaires de diriger les utilisateurs vers les images stockées par Family Search ou de créer des liens index images pérennes. Donc, c'est-à-dire qu'on entendait le problème des archives de la Creuse, des Yvelines. Nous, on n'a aucun problème si eux peuvent référencer leurs liens, leurs images chez nous, parce que nous, tous nos services informatiques sont chez nous. On ne va pas changer de fournisseur Internet, on ne va pas changer de. Nous créons vraiment tout le. Tout va bien? Il paraît qu'on ne voit pas Oui, YouTube dans la service. c'est trop grand. Ah. Il y a un problème à nouveau sur Il faut ça sur le. sur le portable. Et on voit la boîte mail. Oui, il y a la caméra. D'accord. Ça va être si tu recules trop, c'est trop petit. Ouais. Ouais, mais là, De toute façon, je vais la partager. Ma présentation, elle sera disponible pour tout le monde. Hein. internaute sexy. Bien, ils participent. Ils sont impliqués, ouais, c'est bien. Donc voilà, Family Search propose des super maliens. Voilà. 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 Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Oui, monsieur Villa. J'avais prévu au
départ une vidéo un peu plus longue, de 45 minutes. On m'a demandé de la raccourcir, donc j'ai refait la partie où j'avais signalé que si les instances publiques en France sont incapables d'unifier. Venez parler plus près, là, ici, peut-être les gens vont vous entendre un peu bien. Ouais. Débranchez-le. 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 Parlez près de. D'accord. Et donc, j'avais signalé dans une version plus longue de ma vidéo que si les instances publiques en France étaient incapables d'unifier quoi que ce soit, nous, on tournerait éventuellement vers le secteur privé, et j'ai nommé, entre autres, Family Search. Mais est-ce que, ma question est la suivante, moi, en tant qu'association, on fait des déploiements systématiques pour notre association, et auquel on met un permalien pour chaque acte de mariage, par exemple. Mais est-ce qu'on peut donc consulter, par exemple, sur le Family Search, par exemple, le registre de l'Indrie dans Lyon de 1640? Ou est-ce que c'est vraiment coup par coup? Est-ce que je peux dire à quelqu'un, vous regardez le registre, il est sur Family Search, Oui. et vous prenez page par page, et vous indexez en même temps les permaliens? Ah bon? Très bien, merci beaucoup. Non, non, c'est. Là, on est en train de développer des outils d'indexation donc avec l'intelligence artificielle. On travaille pour le moment avec l'anglais, le portugais, l'espagnol. Les trois prochaines langues seront le français, l'italien et l'allemand. Et ça va commencer, je pense, cette année. Et donc, les outils vont se perfectionner au fur et à mesure parce qu'en fait, on capture, on numérise plus d'images trop rapidement par rapport à la cadence où on peut indexer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on sera toujours en retard et le retard s'accumule de plus en plus. Donc, il faut qu'on trouve des outils informatiques pour accélérer l'indexation, que les gens n'aient pas à feuilleter des centaines de pages pour trouver un nom, une date. Ce que je veux dire, c'est forcément une indexation interne à Family Search. Ce serait utiliser les images de Family Search pour écrire notre propre. On peut donner permanent de Family Search. C'est-à-dire donc que les gens. Tout ce qu'on met en ligne, c'est disponible à tout le monde. Nous, on cherche à collaborer, on cherche à distribuer l'information. Il n'y a rien qui est. On n'a pas besoin de marquer un nom de personne. Je marque l'Indrie, je trouverai le village. Par contre, on sait qu'il faut avoir un compte administratif pour accéder au registre. Je l'ai. Non, mais- Oui, je l'ai. Merci beaucoup. Allez-y. Ce que je disais, c'est qu'à la limite, on pouvait mettre des images à disposition, les gens trouvent leur ancêtre et ils indexent tellement. En fait, du moment qu'ils mettent leur ancêtre, en fait, ils ont indexé juste le nom sur cette image-là. Voilà. Donc, en fait, l'ancêtre est dans Family Search. Par contre, si les gens récupèrent le nom de l'ancêtre, le mettent sur GenaNet ou Philae, là, il ne sera pas indexé sur Family Search. C'est ça le problème. Oui. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut que l'arbre soit transféré aussi dans Family Search pour que si quelqu'un fait une recherche dans Family Search, on peut trouver cet ancêtre que vous avez trouvé avec la source dans Family Search. Moi, si je vous donne, par exemple, si je vous envoie un Jetcom, j'ai effectivement toutes les sources pour une dizaine d'avancées. Donc, évidemment, ça ne servira à rien si vous mettez sur Family Search. Puisque le fameux Darmanien ne marcheront pas. Risque de ne pas marcher. On appelle à des choses qui sont. Oui, moi je ne sais pas les refaire. Après, ça dépend de votre motivation, de votre. Allez, on commence. Voilà. Bien. Donc, on va arrêter le partage. Et puis, je vais. Je vous la laisse comme ça. Est-ce que. Oui, je pense qu'il y a une question qui vient de Marseille, non? Notre auditeur de Marseille. Oui, avec plaisir. Merci, Monsieur François, pour cet exposé. Deux précisions, s'il vous plaît. Au sein de Family Search, sur les super permaliens, pouvez-vous, je pense particulièrement à la partie arc de vos URL, si je peux dire comme ça,
quand vous changez de matériel, parce que bah, c'est la vie, voilà, les serveurs informatiques qui sont en cloud ou pas, peu importe, quand vous changez du matériel, carrément un serveur qui héberge des données, son hostname varie, pour le dire vulgairement, mais vous, est-ce que la chaîne Arc est complètement transparente sur cet aspect-là quand vous changez, y compris le matériel, le hardware, s'il vous plaît? Écoutez, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que l'utilisateur qui cherche ce permalien va le trouver. C'est-à-dire que nous, on va s'assurer que si quelque chose va changer, du point de vue de l'utilisateur, rien ne va changer. Il aura toujours accès à la source qu'il recherche. Très clair, ok. Mais du coup, je Alors, on a pense... des oui, ingénieurs, c'est leur travail de s'assurer que ces liens puissent mener à la chose que les gens recherchent. du coup, je pensais à un petit clin d'œil entre vous et puis les autorités comme le SIAF, entre autres, puisque vous avez une expérience qui marche, alors évidemment, parce que vous êtes sur un tout intégré qui vous appartient, etc. Donc vous avez homogénéisé comment on dit, enfin, d'une extrémité à l'autre. Donc, mais n'empêche que quand j'en parlais tout à l'heure avec le SIAF, vous avez une belle expérience au même titre que la réussite du format JetCom qui est ouvert maintenant, qui est devenu un standard. Bah, ça serait peut-être bien que le SIAF travaille avec vous. Enfin, je suis pas là pour faire des rapprochements, parce que vous avez Oui, quelque chose qui marche, quoi. alors ça marche, mais en même temps, la norme ARC, c'est pas nous qui l'avons créée, d'accord? Ça a été expliqué plus tôt. Nous l'utilisons parce qu'elle est pratique, parce elle convient à nos besoins, mais elle ne nous appartient pas non plus. Non, non, j'entends bien, mais vous avez, dans les propos de ma question précédente, vous avez dit, si ça Oui. change, vous arrivez à assurer une certaine transparence pour l'utilisateur. Or, c'est bien une des difficultés des permaliens actuellement. Quand une mairie change son système archivistique ou un département, ça pose des problèmes. Vous, là-dessus, vous avez quelque chose de plus intégré, j'ai l'impression. Non, c'est aussi le problème qu'ils ont, c'est que nous, on assume le coût. Les autres organisations, peut-être les mairies, les départements, ont peut-être plus de difficultés à assumer ce coût, Yes, alors que nous, on l'assume et on l'accepte. yes, je comprends, oui, effectivement. Oui. Voilà. J'ai une Votre base, est-ce qu'il y a tous les gens qui n'ont pas de descendants à l'époque actuelle? Ah oui. Ils font pas le temps. Tous les gens, disons que la quasi-totalité des gens n'ont pas de descendants à l'époque actuelle. Donc, est-ce qu'ils sont dans votre base aussi? Les collatéraux qui sont les proches. Attends, vous mélangez la Attendez, base attendez. des arbres. Non, mais Non, non, est-ce qu'ils sont inventoriés dans votre base? nous, on n'inventorie que ce que les gens créent. Nous, on est juste une plateforme. Si vous n'ajoutez pas vos collatéraux, nous, on ne va pas les rajouter. D'accord, oui, non, mais ils sont quand même compris dans votre base si vous les connaissez. C'est à vous de les ajouter. D'accord. Voilà, Très si bien. vous les ajoutez, ils sont là. Si vous ne les ajoutez pas, ils n'y seront pas. Oui, non, mais, Voilà. hein? Comme dans tout le cas, vous n'ajoutez pas la personne, elle ne va pas se créer. Non, Voilà. mais c'est bien, mais c'est quand même la quasi-totalité des gens qui sont sans descendance de l'époque actuelle. Hein, je crois. Je voulais dire, je complète ça, parce que Oui, non, mais c'est bien, oui. Les collatéraux il y a Bien sûr. 300 ans, 400 ans. Excusez-moi, je passe. Il y a une autre question et le temps passe. Une chose à me dire, il faut préciser. Oui, oui. Donc, la question qui avait été posée, c'était de savoir si Family Search prenait bien en compte, enfin, sur le site, il était possible de mettre les descendants qui sont décédés et qui n'ont pas eu de. En fait, les ascendants, oui. Pas que les ascendants, pas les collatéraux, qui n'ont pas eu de descendants. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, voilà, c'est confirmé que comme c'est un ajout qui se fait par rapport au généalogiste, c'est lui qui rajoute lui-même sur la plateforme, sur l'arbre universel de Family Search.
Maintenant, j'ai une autre question qui nous vient de YouTube. Est-ce qu'une association pourrait avoir un partenariat avec Family Search et des généalogistes en possession de documents inédits et qui pourraient mettre ces documents sur le site Family Search et avoir un lien permanent par document et bénéficier d'un support informatique? Oui, C'est possible. donc nous sommes preneurs. Nous, tout ce qui est information, donc que ce soit des informations d'individus qu'on va chercher donc, sur le registre, qu'on numérise, ou si des associations de généalogistes, des cercles locaux, départementaux, régionaux, etc., internationaux, belges, etc., si vous voulez partager ce que vous avez trouvé et le mettre sur Family Search, nous, on est preneurs. Parce que c'est autant de sources qui seront disponibles à tous nos utilisateurs. Nous, on cherche vraiment à être une plateforme pour que les gens puissent venir de partout et trouver des informations sur leurs ancêtres ou les collatéraux de leurs ancêtres. Et donc, plus le travail des autres est complet et sérieux, plus ça nous intéresse. Et donc, on peut transformer, donc on peut récupérer ces arbres, ces informations, ces registres. En Allemagne, on a ils appellent ça des Hortbücher, c'est des livres avec des généalogies de chaque village, etc., qui remontent plusieurs centaines d'années. On numérise ces livres-là et c'est une source fantastique, quoi. C'est pas, ça a été fait par des généalogistes de ce village, de cet endroit-là, de cette région. Ça a pris des dizaines d'années. Ils ont publié ce livre qui fait 600 pages et on le numérise. Et c'est tellement bien fait que tout est numérisé et disponible sur Family Search. Une question, c'est une question très valide. Numérisé la plupart des registres en France, mais on découvre encore des registres qui sont numérisés directement par les archives. Est-ce qu'il y a accès? Alors, je répète la question pour les auditeurs. Family Search, depuis par le passé, a numérisé, Family Search qui a numérisé le plus de registres pour les archives, particulier les archives départementales. Or, depuis ces numérisations, on s'aperçoit que les archives elles-mêmes numérisent. Est-ce que Family Search les récupère également ou pas? Alors ça, j'ai un collègue qui est à Toulouse qui s'appelle Sylvain Athéno. C'est Sylvain qui s'occupe des relations avec les archives. Donc c'est son travail à lui d'essayer de regarder, de prospecter, pour trouver justement les choses qui nous intéressent auprès des archives départementales, mais aussi des archives du ministère des Armées, etc., de la SNCF, etc. Alors, on avait aussi une nouvelle question de Bogos par rapport au RGPD. Hein, j'ai vu que tu voulais poser la question. J'en profite juste pour dire que le RGPD est un sujet qui aussi nous intéresse beaucoup sur Carolus pour pour l'Observatoire de la généalogie. Donc, nous aurons le 5 juin, c'est bien ça, le 5 juin à 18 h, une visioconférence sur justement les droits et devoirs du généalogiste concernant le RGPD. Nous aurons des DPO en généalogie qui vont participer et également nous avons la participation d'une archiviste conservateur au patrimoine des Archives nationales de Paris qui va intervenir pour parler de France Connect. Voilà. Donc maintenant, La question de Bogos. De Bogos, c'est par Oui, rapport... oui. Le fait est, je rebondis sur la question de l'auditeur précédent dans le cadre d'une association qui a valorisé des documents et qui voudrait les faire héberger, si j'ai bien compris la question, par Family Search, chez Family Search. Alors ma question est la suivante. J'entends bien qu'un service d'archives départementales va mettre tout son poids pour dire si on vous confie des archives publiques françaises, il faut que ça soit RGPD et je n'en doute pas que ça le sera. Ma question est pour les associations qui, voilà, si on demande à Family Search d'héberger nos archives valorisées, est-ce qu'on peut être certain que c'est sur la plateforme d'hébergement et sur des serveurs en Europe? Non, C'est sûr. ça dépend parce que, par exemple, on travaille en Russie. En Russie, tout doit rester en Russie. Rien ne doit être partagé, ne doit sortir de la Russie. Donc en Russie,
tout ce qui est les données de Family Search sont en Russie, accessibles enfin, pratiquement seulement depuis la Russie et n'est pas partagé, par exemple, avec les serveurs de Family Search aux États-Unis. En Allemagne, il y a certaines archives qui demandent expressément que les choses qu'on numérise restent en Allemagne aussi. Et ça, c'est des contrats qui sont individuels. Nous, notre objectif, c'est que ça soit le plus ouvert possible, le plus public possible. Et donc, nous, on veut avoir le moins de restrictions, mais on ne peut pas tout contrôler. Oui, mais j'ai mal Donc, posé ma question. J'ai mal posé ma question n'est pas est-ce que tout le monde y a accès? Pour moi, oui, tout le monde y a accès. Enfin, c'est l'objectif de la valorisation même des archives. Je parle simplement l'hébergement, le cloud de Family Search. Est-ce qu'on a le droit de comprendre que nos archives, je ne parle pas des phénomènes de réplication, de réplication cas de cynisme. Je dis, est-ce que les serveurs de Family Search qui hébergent nos archives sont en Europe? Après que toute la Terre puisse le voir, ben, tant mieux. non, c'est pas en Europe. D'accord, Les, merci. euh, les gros serveurs sont aux États-Unis et, et on a des serveurs en Allemagne pour ce cas dont je parlais, mais ça nous coûte plus d'argent de développer quelque chose en Allemagne plutôt que de tout avoir au même endroit. Parce que de mémoire, Pas dans l'entreprise. je dis ça parce que de mémoire, Valérie, ici présente, qui avait organisé la super présentation à la Napoule, avec une spécialiste juridique qui était venue nous exposer des aspects sur les RGPD, nous disait que quand il y a des données nominatives, eh bien, il faut que, enfin, je parle sous réserve de ma mémoire, il faut que ces données nominatives soient hébergées en Europe pour être conformes au RGPD. RGPD, c'est une loi européenne. Non, mais ça, c'est seulement pour les choses qui sont assez récentes. Et nous, on met en ligne que les informations qui ont plus de 100 ans. Et donc, on sort de ces restrictions RGPD. D'accord? Donc, tout ce qui est, tout ce qui est plus récent que 100 ans, vous n'allez pas le trouver sur Family Search. De toute façon, le RGPD n'existe et ne vaut pas pour les personnes mortes. Voilà. À partir du moment où vous êtes mort, il n'y a plus de RGPD pour vous. Voilà. Donc, Et c'est pour ça, justement, que chaque personne a un identifiant propre pendant qu'elle est dans Family Search. C'est une fois qu'elle est décédée que les choses sont consolidées. Mais avant qu'une personne ne soit décédée, vous avez peut-être 5 ou 6 identifiants qui se baladent dans Family Search. alors, j'ai eu le cas Ok. aussi pour Family Search de refaire ressusciter une personne puisqu'elle avait été marquée décédée pour pouvoir permettre d'être mise sur Family Search. Mais bon, j'ai veillé et j'ai écrit à Salt Lake City et elle est redevenue vivante, donc on ne peut plus la. Vous avez un grand pouvoir, c'est pas bien. Il n'y a pas que j'ai assez de fois appelé Jésus-Christ, ça marche. Non, c'était en plus, je vais vous dire, c'est la mère du roi actuel de Jordanie. Donc, on m'a demandé de prouver son existence. J'ai dit, bah, vous écrivez. On m'a demandé l'adresse postale et j'ai dit, vous écrivez au Palais Royal d'Amman et Sa Majesté vous répondra. Et en effet, 2 heures après, la direction Family Search m'a répondu, c'est réglé, c'est réglé. Voilà. Mais bon, alors, Merci. merci. Gilles François.